faut imaginer un pays qui se voit handicapé ou se voit minoré de 10% de son territoire. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe aussi en Ukraine. Et peut-être qu'on peut faire cette parallèle. Ouais, parce que le président Tshisekedi comprend tardivement la manière dont ses interlocuteurs internationaux pensent l'urgence de la situation en République démocratique du Congo. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous voilà à la 21e édition de Africactu chez Global Africa Télésud et toujours avec notre ami et complice Emmanuel Dupuis. Bonjour Alfred. Emmanuel Dupuis. Bonjour Emmanuel. Toujours un plaisir renouvelé d'être à vos côtés. Toujours ou face à face. Président de l'IPSE. Toujours. De Prospective et Sécurité en Europe. Absolument. Voilà, avec un œil très perçant sur l'Afrique. On essaye. D'où notre complicité. Cher Emmanuel, l'éléphant trompiste, on en a fait de toutes les couleurs ces derniers jours. Bon, il lâche l'Ukraine, il lâche l'Europe, enfin bon. Donc, ce qui nous préoccupe, nous, c'est l'Afrique. Alors, on est un peu en avance parce que les fameux accords AGOA arriveront à échéance en septembre de cette année. Cependant, on observe déjà que les éditorialistes, les observateurs, s'interrogent sur la pérennisation de cet accord ou le renouvellement, parce que c'est un accord qui est favorable au commerce africain, exempté pour 1800 produits de droits de douane vers les États-Unis. Bon, les droits de douane, c'est l'arme fatale, enfin bon, impériale, on va dire, de Trump. Donc on s'interroge. Alors, quelles sont vos informations éventuellement sur cette histoire ? Elles sont aussi inquiètes que vous, et ce que vous dites est particulièrement vrai. On a senti, à travers la lecture d'un certain nombre d'articles, qu'il y avait une volonté de revisiter cet accord, l'Africa Growth Opportunity Act, dont le but est, comme vous l'avez dit, d'exempter 1800 produits pour 39 pays africains, donc favorisant le commerce sans entrave, libre et sans entrave, exemption des tarifs douaniers, donc pour favoriser l'exportation des produits africains vers le continent américain et les États-Unis. Or, c'est évidemment ce que Donald Trump exècre le plus, l'exemption de taxes. Le président Donald Trump part du principe que tous les pays doivent être taxés, enfin tous les produits des pays extérieurs aux États-Unis doivent être taxés à leur entrée. Donc l'idée que l'on fasse des exemptions est antinomique avec sa perception des choses. Elle est d'autant plus antinomique que cet accord qui avait été signé par Bill Clinton en 2000, renouvelé par George Bush Jr. en 2004, reconduit pour 10 ans par Barack Obama en 2015 jusqu'au 30 septembre 2025, est précisément la quintessence de ce qui fait la matrice de la politique américaine, c'est-à-dire un accord bipartisan, dans lequel tous les représentants de la Chambre des représentants et du Congrès et du Sénat avaient voté. Droite, gauche, républicain, démocrate. Or, le président Donald Trump veut créer une césure, veut sanctionner un certain nombre de ces pays, ou en tout cas les mettre au même niveau que les tarifications qu'il entend administrer au Canada, à l'Union européenne, à peu près 25-30% de taxation. Alors c'est d'autant plus paradoxal qu'une bonne partie de ces produits, pour 79-80%, sont des produits liés aux hydrocarbures. Et là, il y a un paradoxe, puisque le président Donald Trump appelle, souvenez-vous, il avait joint d'ailleurs le geste à la parole, il faut drill, forer. Il a besoin de pétrole. Il a besoin de pétrole bon marché. Le pétrole bon marché se trouve sur le continent africain. 7% des réserves pétrolières mondiales se trouvent de part et d'autre, offshore et onshore du golfe de Guinée, et que c'est là un paradoxe supplémentaire à l'indépendance énergétique qu'appelle de ses voeux le président américain. Deuxième élément de complexité qui rend les choses incompréhensibles. Le fait qu'il y ait l'exemption de ces taxes pour 39 pays, 1800 produits, favorise le développement du PIB africain. Et donc les États-Unis ont besoin de renforcer les PIB africains pour rehausser la capacité de faire commerce avec des États forts, et non pas des États affaiblis
qui serait vassalisé parce que d'autres pays souverains, la Chine, va utiliser cette faiblesse pour pouvoir s'arrimer à eux. Donc le président Donald Trump, qui appelle de ses voeux une indépendance énergétique d'un côté et une sorte de containment ou de limitation de l'influence chinoise, va obtenir le contraire, que les produits pétroliers n'aillent pas vers les États-Unis et que la Chine trouve de nouveaux alliés par rapport aux difficultés d'intégration du marché américain. Le président Donald Trump ressemble beaucoup au 25e président américain William McKinley, qui partait 1897-1901, qui partait du principe que la puissance américaine, c'est la tarification. La puissance américaine, c'est les tarifs douaniers, et que tout le monde doit payer pour avoir une partie du rêve américain. C'était quand même il y a plus de 100 ans. Ouais. Et ça ne correspond plus tout à fait à la réalité stratégique d'aujourd'hui. Oui, mais enfin, ça s'enracine dans une théorisation déjà ancienne, qui est spécifiquement en WASP, je dirais, parce que... C'est effectivement une volonté de sanctionner, on peut le dire ainsi, des pays s'ils veulent pénétrer sur le marché américain. Alors, pour l'estimation de ce que ça représente pour l'Afrique, j'ai un peu vu, que donc, pour le Nigeria, c'est 1% du PIB. À peu près 1%, 0,5, 1%. Et l'Afrique du Sud également. Et globalement, ce serait autour de 0,5%. Alors, les pays qui sont les plus bénéficiaires sont les économies les plus résilientes. Oui, forcément, bien sûr. Le Nigeria et l'Afrique du Sud. N'oublions pas quand même que l'AGOA, contrairement à la perception que nous avons d'une Afrique unitaire à 54, ne concerne que les pays subsahariens. Ni l'Égypte, ni les pays du Maghreb, ni le Maroc, ni l'Algérie et la Tunisie. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi une autre forme de paradoxe, mais après tout, les États-Unis n'ont pas le seul apanage de ce paradoxe, où l'on va aider les économies qui sont déjà rentrées dans le développement, en laissant de côté celles qui sont les moins avancées et qui sont finalement enquistées dans cette ornière que constitue la dette ou le mur de dette, et donc des trous d'appauvrissement, si je puis le dire ainsi. Des trappes, voilà. Je crois que c'est l'expression. Voilà, des trous, des trappes d'appauvrissement. Mur des dettes et les trappes de pauvreté. Ah bon, moi j'ai bricolé un calcul, en fait, ça représenterait autour de 15 milliards. À peu près, oui. Et alors, quand on les ajoute, c'est ça l'histoire aussi, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'abandon de l'USAID. Il y a les quelques 17 milliards d'euros que constituait l'aide américaine sur le continent africain, mais je rajoute un troisième échelon. Les quelques 968 millions de dollars de la fermeture de l'Organisation mondiale de la santé, dont de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, dont les principales actions consistaient à renforcer les capacités de résilience aux pandémies et de lutte contre les maladies sur le continent, les maladies virales sur le continent africain. Juste une dernière observation. Il paraît qu'en Afrique du Sud, les gens atteints du sida, on a arrêté de les soigner parce qu'il n'y a plus de moyens de financer des médecins. Dieu sait combien c'est absolument vital, puisque 15% de la population est atteinte du VIH. On va passer à un autre problème, Emmanuel. La République démocratique du Congo et le Rwanda et la guerre à l'est du pays, avec la chute de Goma et de l'autre ville, le Bukavu. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait s'y attendre un peu, mais c'est la déroute des troupes congolaises, hein, c'est ce qu'on dit. Et puis, le président Tshisekedi demande propose une union nationale, et puis personne n'en veut. Il est très isolé. D'ailleurs, c'est une chose qui avait été évoquée par un des invités de Global Africa Télé Sud, l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui avait été invité par Carl Lille sur notre antenne. Et donc il est pourquoi il y a une telle réticence? Parce imaginons si on fait juste transposer à notre propre situation. Imaginons qu'à l'une de nos frontières, on soit à moitié envahi, et que le corps politique français n'arrive pas à se mettre d'accord sur la nécessaire unité nationale. C'est hallucinant, quoi.
Il faut imaginer un pays qui se voit handicapé ou se voit minoré de 10% de son territoire. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe aussi en Ukraine. Et peut-être qu'on peut faire cette parallèle. Ouais, parce que le président Tshisekedi comprend tardivement la manière dont ses interlocuteurs internationaux pensent l'urgence de la situation en République démocratique du Congo. Human Rights Watch nous rappelle quand même que ce n'est pas un conflit nouveau, mais que ce conflit, depuis 30 ans, aurait généré, je ne veux pas rentrer dans la guerre picrocolline des chiffres, mais entre 6, 7, 8 millions de victimes, ou aurait fait 7, 6 millions, 8 millions de victimes. Génocide au Rwanda, 1994, guerre civile au Burundi et les nombreux conflits qui ont émaillé l'émergence de la République du Soudan du Sud à partir de 2011. Donc un nœud gordien avec l'enquistement de milices qui viennent, tels des mouvements rebelles, s'opposer au gouvernement qui lui font face de l'autre côté de la frontière. Bref, une sorte de vide stratégique ou de zone grise sur lesquelles la communauté internationale n'a pas fait grand-chose. La preuve en est, c'est que la mission onusienne depuis 1999 est désormais remise en cause par le président Tshisekedi pour son incapacité à juguler ce conflit. Néanmoins, on est dans une autre configuration. On est dans une configuration où il y a un agresseur et un agressé, où il y aurait des forces armées d'un pays voisin qui auraient pénétré sur le territoire de la République démocratique du Congo, où il y a une adversité auquel fait face Kinshasa face à ses voisins orientaux. Un voisin oriental en particulier qui soutiendrait le Rwanda, qui soutiendrait un mouvement, l'Alliance du fleuve Congo, l'AFC, aussi connu sous le nom du mouvement du 23 mars, le M23. Donc ça, ce sont les faits. L'autre réalité, c'est que le président Tshisekedi a essayé de prendre la mesure de la manière dont la communauté internationale doit agir en jouant la carte sensible des terres rares. Et il a proposé, il y a encore quelques jours, aux États-Unis, un deal un peu comme ce que les États-Unis ont proposé à Zelensky. Sauf que là, c'est lui qui l'a proposé et non pas Zelensky aux États-Unis. Alors, comparaison n'est pas raison. Sécurité contre terres rares ou contre minéraux critiques. Il se trouve qu'en République démocratique du Congo, vous avez une bonne partie des terres rares et des minéraux dont on a besoin pour notre économie digitale. 70% du cobalt, le coltan, le titane, l'uranium, et ne pas oublier les matières plus traditionnelles que sont le charbon, l'or et les diamants. Donc le président Tshisekedi a proposé aux États-Unis, à la nouvelle administration Trump, en gros un accord qui consisterait à gager la sécurité de la République démocratique du Congo, le réarmement ou l'armement tout court, par rapport à ce deal. Il se trouve qu'il n'y a pas eu une écoute aussi attentive que le président Tshisekedi le souhaitait. Deuxième élément, on est dans un paradoxe absolu où il y a une forme de positionnement de soutien vers l'un, la République démocratique du Congo, et vers le Rwanda de l'autre, avec un certain nombre de pays qui sanctionnent le Rwanda. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne, du Canada et de l'Allemagne, qui ont, soit au niveau de leur Parlement, fait des résolutions critiquant le soutien des forces de défense du Rwanda au mouvement du M23. Ayons aussi à l'esprit qu'il y a une résolution, pour ne pas me tromper, je vous donne le chiffre exact, la résolution 2773, qui condamne unanimement, sans veto, l'agression du Rwanda, donc en date du 21 février 2025. Il y a aussi une position claire, en tout cas sur le papier, de la part du Bureau de contrôle des avoirs étrangers américain, qui sanctionne un certain nombre de responsables rwandais dans leur soutien à ce mouvement, donc ce mouvement rebelle, deux personnes en l'occurrence, deux responsables politiques, un ancien ministre rwandais et le porte-parole, Laurence Kanyuka, le porte-parole du mouvement M23. Et malgré tout cela, la situation semble, je ne dirais pas désespérée, mais compliquée. Premièrement, parce qu'un certain nombre de soutiens
sur lequel Kinshasa comptait, l'Afrique du Sud, se sont un peu remis en réserve, on peut le dire ainsi. Le président du Rwanda est certes sanctionné, mais les sanctions ne sont pas effectives. Un peu comme on l'a pu le penser vis-à-vis de la Russie, où on sanctionne la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. On la sanctionne sur le papier, mais in fine, on se rend compte que les sanctions sont modérément suivies des faits. Et donc se joue une guerre en fait de communication, de lobbyistes ou d'influence. D'un côté, le président Tshisekedi, auréolé légitimé par les 100 millions d'habitants que constitue la République démocratique du Congo, la richesse abyssale dont il dispose, le scandale géologique que constitue la RDC, c'est Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix en 2018, qui le rappelait. Je connaissais l'expression scandale géologique, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un pays qui a toutes les richesses et le scandale géologique vient du fait que, malgré tout, la population ne bénéficie pas de manière homogène de cette immensité, de cette richesse. Et on en vient justement au problème politique. Là, du coup, c'est plus tellement un problème qui se joue à l'est du Congo, mais qui se joue à Kinshasa, où pour l'instant, contrairement, encore une fois, je ne voudrais pas trop comparer les choses, contrairement à Israël, où, après le 7 octobre, il y a eu une sorte de consensus national, où les forces d'opposition et de la majorité à la Knesset ont décidé de taire leurs différences pour mener la guerre contre le Hamas. Là, il se trouve que les principaux opposants n'ont pas répondu encore à l'appel du président Tshisekedi visant à créer un gouvernement d'union nationale, un conseil de guerre, bref, faire en sorte que ce ne soit pas un problème de divergence politique. On pourrait citer plusieurs noms, mais prenons le cas de Denis Mukwege. Denis Mukwege dit que le problème vient du Tshisekedi. Il faut d'abord régler le problème du président et ensuite on pourra trouver une solution au Rwanda. On est pour l'instant dans cette impasse précisément. Il a été élu assez récemment. Il a été élu récemment, et puis n'oublions pas quand même, je rappelle quand même qu'il y a eu un changement de gouvernement avec la nomination très récente, en juin 2024, de Judith Suminwa Tuluka, et que d'une certaine manière, il y a eu la prise en compte d'un processus législatif qui fait que le président Tshisekedi est légitimé par le vote. Ben oui. Bon, l'Alliance des États du Sahel, Emmanuel, c'est encore un sujet récurrent, évidemment. La nouveauté récente, c'est que le président tchadien, donc Mahamat Idriss Déby, est allé pour la première fois depuis qu'il est aux responsabilités, visiter le capitaine Ibrahim Traoré, donc le dirigeant du Burkina. Et alors, ils ont fait un communiqué commun où ils disent se rapprocher par la quête d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme ou encore les défis sécuritaires. Bon. La question, toujours naïve, mais comment on explique l'attractivité de l'AES? Parce que pendant ce temps-là, il y a le Ghana et la Côte d'Ivoire qui militent pour qu'ils réintègrent, les trois pays réintègrent la CFAO dont ils sont sortis depuis le 29 janvier. Mais bon, ils ont une séquence de rattrapage, on peut dire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est quand même trois pays pauvres, très pauvres. Et leur alliance, pourquoi? Enfin, quels moyens, quoi faire? Déjà, il faut avoir à l'esprit que ces trois pays sont unis par un même destin non démocratique et un même aventurisme militaire, qu'il ne découle pas du processus électoral, mais d'un processus de prise de pouvoir par les armes. En mai 2020 pour le Mali, en septembre 2021 pour le Burkina Faso et en août 2023 pour le Niger. En juillet 2023 pour le Niger. Donc ça les singularise un peu, j'allais dire beaucoup, par rapport aux autres pays de la CEDEAO. Quoique, on oublie aussi la Guinée, qui est dans le même processus de coup d'État militaire en 2021, mais qui, lui, ne fait pas partie de l'Alliance des États du Sahel.
Donc, il y a quand même une césure qui se fait entre les pays qui ont des présidents. On peut évidemment interroger la légitimité ou la bonne tenue d'un certain nombre de scrutins, mais il y a quand même eu des votes. Donc il y a quand même, de la part de la CEDEAO, la volonté de marginaliser, de sanctionner des pays qui ont chassé leur président, normalement élu, le président Bazoum pour le Niger, le président paix à son âme, Ibrahim Boubacar Keïta pour le Mali, et le président Kaboré, Christian Kaboré pour le Burkina Faso. Alors qu'est-ce qui crée l'attractivité de l'AES? Alors vous avez raison de le rappeler, c'est une attractivité qui va bien au-delà de la dimension sécuritaire. C'est ce qui les unit aussi, car ces trois pays ont la particularité, d'ailleurs de plus en plus, d'être sous le joug et la menace des groupes armés terroristes, avec un chiffre hallucinant, totalement incroyable, de près de 11 000 victimes depuis 10 ans que le terrorisme s'est enquisté dans cette région du Sahel, dans le faisceau central du Sahel, en l'occurrence de ce qu'on appelle la région des trois frontières, nommément le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi une volonté d'affirmation de la souveraineté, une volonté d'affirmation d'un caractère non occidental dans la gestion des questions sécuritaires. Le fait que les militaires français aient été demandés plus ou moins poliment de quitter les trois territoires en est la preuve. Deuxième convergence, le fait qu'un certain nombre de pays qui ne sont pas membres de l'AES, mais qui partagent d'une certaine façon l'interrogation sur la légitimité de la CEDEAO, qui, je rappelle, a été créée en 1975, c'est une vieille dame qui n'a pas beaucoup bougé dans son fonctionnement. C'est d'ailleurs pour cette raison que, même s'ils n'en font pas partie, le Togo, le Ghana, le Sénégal et un pays qui n'est pas membre de la CEDEAO, le Tchad, d'une certaine façon, interrogent le fait que ces communautés économiques régionales qui avaient été appelées de leur vœu en 1991 ne correspondent plus à la réalité stratégique de l'Afrique. Et donc vient se télescoper l'idée qu'il faille redécouper de manière territoriale, subrégionale, comme on a coutume de le dire, les regroupements régionaux ou les organisations supranationales. La question du terrorisme ou la question de la lutte contre le terrorisme est une question verticale et horizontale, et donc forcément des pays qui n'appartiennent pas à la CEDEAO trouvent pertinent de s'associer. La Mauritanie n'est plus membre de la CEDEAO depuis 2000, le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO mais de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Or, ils estiment, à juste titre, hélas, qu'ils partagent les mêmes préoccupations et qu'ils font face aux mêmes aléas. Et donc, du coup, ça ne conforte pas l'AES, mais ça décrédibilise la CEDEAO. Et c'est surtout ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que la CEDEAO est une vieille dame un peu engoncée dans ses principes, alors des principes que nous chérissons, la liberté de circulation, la coopération économique et, pour 8 pays d'entre eux, une unité monétaire qui favorise évidemment la lutte contre l'inflation et qui permet, grâce au CFA ou à l'ECO demain, de créer une cohésion économique et monétaire, un filet de sécurité économique et monétaire non déflationniste. Mais en même temps, il y a, de ce point de vue, quelques carences auxquelles l'AES entend répondre. Premièrement, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de résilience sécuritaire et militaire au sein même de cette alliance dont le but était pourtant de favoriser la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Je vous donne un exemple de manière plus circonstanciée. Ni la force, ni en 2012, quand il s'est agi de lutter et d'éviter que le Mali ne soit mis en péril par la descente des groupes armés terroristes liés aux groupes armés rebelles Touareg, ni à cette époque-là, ni au moment du coup d'État militaire de juillet 2023, la force africaine en attente ouest africaine n'a été sollicitée et n'a été mobilisée. Donc, effectivement, l'AES paraît très attractive car elle crée une alliance à la fois militaire, de plus en plus d'ailleurs diplomatico-militaire. Quand on regarde les votes à l'ONU, on constate que depuis maintenant quelques mois, le Mali, le Niger et le Burkina votent ensemble
dans un même élan, dernier exemple en date, le fait que ces 3 pays aient voté contre la résolution dénonçant, 3 ans après, l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Emmanuel, on est arrivé au terme de l'émission. On n'a pas éclusé tous les sujets. Ben non. Alors, le Gabon, pour la prochaine fois. La Guinée, les élections présidentielles, on pourra en parler, on ne sera pas en retard. Juste un petit mot, si vous voulez bien, sur la résolution qui a été votée par l'Union africaine à son récent sommet, de faire de l'année 2025 celle de la réparation. Justice pour les Africains, les personnes d'origine africaine, à travers les réparations, au regard de la colonisation et de la traite, de l'esclavage. Alors ça nous ramène à effectivement une mobilisation de quelqu'un que l'on connaît bien sur la chaîne Global Africa, qui est Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui est l'âme de cette mobilisation, qui a donc amené à cette résolution présentée à l'occasion du 38e sommet de l'Union africaine, donc pour appeler à des réparations par rapport à la traite négrière transatlantique, par rapport à l'esclavage et à la colonisation de manière plus générique. En rappelant quand même que cette idée n'est pas une idée neuve, puisque la Cour pénale internationale appelait déjà à ce qu'il y ait un travail qui soit fait par rapport à la désignation d'un certain nombre d'actes liés à la traite, à l'esclavagisme en général et à la colonisation, selon l'article, les chiffres exacts me reviennent, l'article 7 comme des crimes contre l'humanité, l'article 6 comme des crimes de génocide du statut de Rome en juillet 1998, créant la Cour pénale internationale. Donc il y a effectivement une sorte de mobilisation planétaire qui trouve son écho avec cette résolution de l'Union africaine aujourd'hui, mais qui aussi nous rappelle que le 2 décembre est la journée internationale contre l'esclavagisme, contre l'esclavage, et que d'une certaine manière, la mobilisation d'un certain nombre d'États, le Togo par le biais de Robert Dussé, répond un peu en écho à ce dont nous venons de parler sur l'AES, avec l'idée que la souveraineté des États est renforcée par la coopération ou la cohésion de plusieurs États qui partagent le même point de vue, avec la volonté d'arrimer un nouvel panafricanisme, qui ne soit pas un panafricanisme de régression, mais un panafricanisme qui veut posément réfléchir à ce qui, jusqu'à présent, a servi d'irritant de part et d'autre de la Méditerranée. Et ça, je crois, encore une fois, que c'est tout à fait vertueux. D'ailleurs, cette résolution a été votée unanimement par tous les pays africains. Il n'y a pas eu un pays en particulier qui a dit non, ça va nous mettre en porte-à-faux avec les pays du Nord. Donc je crois que de ce point de vue, ce travail qui va être fait, parce que c'est comme ça que cette résolution l'appelle de ses voeux, pour 2025, est un travail historique, est un travail académique qui, je crois, va donner du sens à l'avenir de la relation entre le continent européen et le continent africain et le continent américain. Car quand on parle de traite, de commerce triangulaire, forcément, la réflexion doit aussi nous amener à ce que nos amis, je ne sais pas si ce sont encore des partenaires, en tout cas que les États-Unis réfléchissent aussi aux liens qui les unissent au continent africain. Ah ben, merci Emmanuel, mais on reparlera la prochaine fois de la posture des États-Unis trumpiens à propos de la CPI, puisqu'ils traitent ça avec une désinvolture. Non, ils la reconnaissent d'autant moins. Ouais. Et d'une phrase, souvenons-nous que Fatou Bensouda, qui était la procureure générale de la CPI, avait été interdit de séjour américain, ce qui est le cas de Karim Khan. Il y avait même eu la volonté de la juger parce qu'elle avait osé juger un certain nombre de ressortissants américains. Là, ça nous ramène loin du continent africain, à l'Afghanistan ou l'Irak. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours. Quant à nous, nous allons accueillir Jean-Louis Levet, qui fut pendant plusieurs années le haut-commissaire français à l'industrialisation de l'Algérie. Et donc, vous avez deviné, c'est le feuilleton France-Algérie qui continue.